Un pape pour l'Apocalypse de Jean-Luc Marcastel, lu par l'auteur. Prologue. Aurillac, dimanche 23 janvier 2005, 1h34 du matin. L'homme courait. Le souffle oppressé, dérapant sur le pavé mouillé, il courait. Comme quelqu'un à bout de force, qui a déjà tout donné, mais puise dans ses dernières ressources, poussé à aller plus loin encore par quoi? Les cheveux poivre et sel, bien mis de sa personne, ses beaux habits maintenant en désordre et froissé, trahissant un certain rang social, ce n'était pas le genre d'individu qu'on se serait attendu à voir tituber ainsi, tel un ivrogne, dans cette nuit glaciale et à une heure pareille. Ici, à Aurillac, tranquille cité de la province profonde, on ne croisait à cette heure, surtout une nuit de semaine et par ce temps-là, que les poivreaux les plus invétérés ou de petits malfrats en recherche d'un mauvais coup. Et encore. Mais ce malheureux qui trottait d'une façade à l'autre, dans la clarté orangée des réverbères, seulement vêtu d'une veste, comme s'il avait oublié d'enfiler un pardessus ou n'avait pas eu le temps de se couvrir, n'appartenait à aucune de ces catégories. Pour s'en convaincre, il suffisait de lire l'expression de son visage, de ses yeux exorbités. Ce n'était pas l'alcool qui les faisait luire, ni la malice, mais la peur. Cette peur, il en débordait tellement qu'elle s'échappait de sa bouche, en plainte inarticulée, entre deux souffles oppressés. Et traînant dans sa main gauche, non pas une bouteille, mais un coffret de bois marqueté, il jetait des regards par-dessus son épaule, vers la rue étroite bordée de façades anciennes, parfois à bardeaux, de la vieille ville. Fenêtres et volets fermés pour mieux se calfeutrer du froid et de l'ombre du dehors, personne ne risquait de le voir, ni de lui porter secours. Il changea de cap et se rapprocha d'une grande porte de chêne ouvragée. D'un geste désespéré, se raccrochant au mur comme un noyé à une bouée, il enfonça plusieurs sonnettes. Respirant laborieusement, il demeura immobile, mais rien. À cette heure-là, à Aurillac, comme partout ailleurs, si on n'attendait personne, on considérait qu'un visiteur était forcément indésirable, voire même dangereux, et on ne répondait pas. Il appuya son front contre la plaque de fer saillant de la pierre quand une voix masculine, âgée, monta de la petite grille ronde au-dessus des sonnettes. Qui est-ce? Se redressant immédiatement, les yeux luisants d'un espoir fou, il ouvrit la bouche pour formuler un Je. Mais il ne put continuer. Un pressentiment, peut-être ce sixième sens hérité des bêtes qui nous fait sentir intuitivement l'attention d'autrui, le fit se retourner. Les mots qu'il allait prononcer se muèrent en cris inarticulés alors que le bref espoir qui avait illuminé ses pupilles se transformait en terreur. Qui est là? Répéta la voix de l'hygiaphone un ton plus haut. Si c'est une plaisanterie? Mais plus personne ne pouvait répondre. L'homme, trébuchant de plus belle, s'était de nouveau élancé dans la rue déserte. Derrière lui,
Une ombre s'allongeait dans la clarté trouble des lampadaires en forme de lanternes accrochées aux anciennes façades, dont certaines, penchées, asymétriques ou curieusement bombées, devaient remonter au Moyen Âge. On le suivait. L'ombre en question, imposante, s'étirait sur le pavé détrempé transformé en miroir déformant, sur les murs au crépi ruisselant. On aurait dit qu'elle se tendait en avant, que, douée de volonté propre, elle cherchait. Celui qu'elle cherchait, non, qu'elle traquait. La respiration de plus en plus sifflante et oppressée, réprimant à chaque souffle un cri de pure terreur, obliqua soudainement devant une coutellerie, manqua déraper et moulina des bras pour rétablir son équilibre. Traversant la rue en diagonale, il s'approcha d'une large porte cochère d'où filtrait une lumière un peu plus vive, un passage couvert. Derrière lui, maintenant, un son accompagnait l'ombre, un bruit de pas qui semblait résonner entre les murs en pleurs, avec une qualité particulière. Pas pressé, non, au contraire, lent et assuré, avec un je ne sais quoi de sinistre, d'implacable. Le fugitif s'engouffra dans le passage, abandonnant la pluie derrière lui, et s'y enfonça sur une vingtaine de mètres. Une fois encore, il se retourna pour lancer par-dessus son épaule un regard halluciné. Personne. Son soulagement fut de courte durée quand il heurta avec violence un obstacle imprévu qui stoppa net son avance dans un bruit métallique. Le visage et le genou endoloris, il recula d'un pas et considéra la grande grille de fer qui lui barrait la route. Il avait oublié que depuis quelques années, on fermait le passage toutes les nuits pour éviter que les squatteurs ne viennent s'y installer ou l'utilisent comme latrine. Un gémissement lui échappa, comme il comprenait qu'il n'avait aucun espoir de ce côté, que tout retour en arrière lui était interdit. Une terreur abjecte au fond des yeux, redoutant déjà ce qu'il allait trouver, comme un homme égaré en plein cauchemar, il se retourna. L'ombre était là, se découpant sur la lumière poisseuse venant de la rue, enroulée dans un grand pardessus sombre, les traits dissimulés par une large capuche rabattue. Elle s'approcha sans hâte, avec l'assurance nonchalante du prédateur sûr de sa victoire. Alors, comme si la peur le quittait soudain, remplacée par autre chose, la colère, la rage, celle de l'animal acculé, le fugitif, serrant toujours son coffret de bois d'une main, tira un automatique d'une de ses poches, le braqua sur la noire silhouette et pressa la détente. Une fois, 2 fois, 10 fois. Les détonations claquaient, assourdissantes dans cet espace confiné, sous les larges poutres de chêne soutenant les étages des vieilles bâtisses. L'inconnu, insensible au déluge de plomb, tressaillit sous chaque impact, mais ne recula ni ne tomba. Le pistolet finit par cliqueter à vide. Alors, lentement, comme si l'éternité lui appartenait, l'ombre se mit en marche, ses talons claquant sur les dalles de pierre du passage comme on aurait martelé les coups de l'heure dernière d'un condamné. Le grand manteau s'enroulait autour des jambes de l'inconnu, lui conférant une allure plus inquiétante encore. Le fugitif, avec une sorte de hoquet, lâcha l'arme désormais inutile. Étreignant contre son torse le petit coffret de bois marqueté, il se laissa glisser dos à la grille avec un gémissement étouffé. On aurait dit que ses jambes, privées de force, refusaient de le porter plus longtemps.
L'ombre le recouvrit, l'écrasa de sa présence sans visage. Une main se tendit, blanche et fine. « Donne-la-moi. » Cette voix, ample, profonde, semblait s'adresser à lui depuis un autre monde, un autre temps. Il était impossible de lui donner un âge ou un sexe, pas plus qu'on ne pouvait lui résister, tant la manière dont elle scandait les syllabes s'introduisait dans l'esprit, le pliait à sa volonté. Les doigts qui étreignaient le coffret commencèrent à se desserrer, les mains à se lever comme pour tendre l'objet à l'ombre, mais le fugitif, paraissant retrouver un peu de lucidité, plaqua de nouveau la boîte contre son torse pour la protéger, en coassant d'une voix pathétique qui était presque un sanglot. « Non, non, j'en suis le gardien. Elle ne doit pas. » L'ombre s'approcha encore, se courba. Un ray de lumière filtrant d'une petite fenêtre au verre dépoli ouverte dans un des murs du passage tomba sur ses yeux, des yeux qui, posés sur le malheureux, semblaient deux pierres d'onyx. Des yeux froids et calculateurs, un esprit qui avait, depuis bien longtemps, abandonné derrière lui toute considération humaine, telle que la moralité ou la pitié. Le regard de la mort. La main se tendit une fois encore, se rapprocha, se referma sur la boîte. La voix s'éleva à nouveau, incisive comme la lame d'un scalpel. Elle doit être réunie avec ses sœurs pour reformer ce qui a été désuni et accomplir ce qu'elle a été destinée à accomplir. Sauver ce monde de son fléau avant qu'il ne soit trop tard. Il le savait, tout comme je le sais, et comme vous le savez aussi. Alors que les doigts de l'ombre se saisissaient du coffret, les yeux de l'homme, à terre, s'écarquillèrent. La terreur se teinta d'incrédulité. « Vous, c'est vous !» Sous la capuche, un sourire qui n'en était pas un étira des lèvres qu'on devinait pleines et bien dessinées. La voix s'éleva à nouveau, chaude, rassurante, apaisante. Vous avez mis le temps, mon frère, mais au moins aurez-vous la consolation de savoir que vous mourrez en servant une cause plus grande que nous. Le malheureux n'eut même pas un geste de résistance quand l'ombre lui arracha son précieux trésor pour le lever devant son visage invisible, l'ouvrir. Deux perles noires fulgurèrent d'un éclat plus vif. Ce fut tout. Le coffret fut refermé et disparut dans les profondeurs du grand par-dessus. L'ombre se pencha à nouveau en un long mouvement vers l'homme recroquevillé et tremblant. Terrifié comme il l'était, on aurait pu croire que le malheureux ne pouvait ressentir plus de peur encore. Pourtant, alors que son bourreau s'approchait de lui, ses yeux reflétèrent une horreur sans bornes. Un gémissement qui était peut-être un non, non, pas ça, filtra de ses lèvres quand la main pâle se tendit vers lui, le saisit à l'épaule juste à côté du cou et que les doigts pressèrent avec une effroyable précision. La bouche du fugitif s'ouvrit sur un cri qui ne vint jamais. Ses yeux s'écarquillèrent. Une expression d'horreur et de douleur insoutenable se peignit sur ses traits alors que son gémissement montait dans les aigus avant de s'achever en vagissement hideux. Un spasme violent comme une décharge électrique arqua tout son corps. Les muscles de son visage se contractèrent, se figèrent en un masque tourmenté digne des plus effroyables tableaux de Jérôme Bosch. Il demeura ainsi, bouche béante sur un cri inaudible, alors que s'éteignait dans ses pupilles la dernière étincelle de vie,
et qu'un ultime souffle filtrait de ses lèvres en un rictus abominable. Son assassin, desserrant les doigts qui étreignaient son épaule, se redressa, puis, avec déférence, traça au-dessus du corps tordu un signe de croix pour réciter, d'une voix assurée, In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Dans la rue derrière, des voix se rapprochaient, résonnaient déjà sous les poutres. Ça venait de par là. L'assassin se détourna sans hâte et s'éloigna. À l'entrée du passage, deux policiers, suivis d'un groupe de personnes inquiètes qui gesticulaient et se contredisaient sans cesse, mais dont les doigts tremblants désignaient globalement la même direction, tournèrent pour s'engouffrer sous le porche. Le premier des agents, un costaud à carrure de rugbyman, la main sur son pistolet, manqua percuter la petite vieille dame potelée et souriante qui en sortait. Se rattrapant de justesse, comme un gamin pris en faute, le policier balbutia. Pardon, madame, je ne m'attendais pas. Il ajouta aussitôt, alors que lui revenait la raison de sa présence. Vous n'auriez pas entendu des coups de feu ou des cris par hasard? La dame, âgée, au visage fripé comme une vieille pomme, lui fit un grand sourire et désigna son oreille droite. Excusez-moi, jeune homme, mais je n'ai pas mon appareil. Le policier haussa les épaules et se précipita à l'intérieur, suivi par son acolyte et les badauds. Quand ils ressortirent quelques instants plus tard, leurs visages à tous portaient les stigmates de ce qu'ils avaient découvert dans le passage. Un aperçu de l'enfer gravé dans les traits d'un mort. Quand il put de nouveau réfléchir et secouer un peu la terreur qui semblait lui coller à la peau comme un froid mucus, le premier policier demanda, d'une voix presque inaudible, comme s'il craignait, par ce simple souffle, de rappeler sur les lieux quelque terrible présence. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Personne ne lui répondit, et il eut beau balayer les alentours du regard, il ne trouva nulle trace de la grand-mère qu'il avait manqué percuter quelques secondes plus tôt. Disparue, comme si elle n'avait jamais existé. À quelques rues de là, une silhouette en long par-dessus sombre à la démarche aussi implacable et déterminée que celle du destin lui-même se diluait dans la bruine glaciale et les ténèbres de cette nuit de novembre 2005, emportant avec elle le mystérieux coffret et son contenu.